Je vais vous parler un petit peu des essais qui ont été réalisés, une partie dans le cadre du programme européen Eurowine, où on va regarder un petit peu ce qui conditionne le fait d'avoir ou pas du SO2. Donc déjà un petit rappel, je vais passer vite, à savoir que le SO2, donc il y a le SO2 combiné qui ne sert pas à grand chose, le SO2 libre qui a son rôle antioxydant, et le SO2 actif qui est une part du SO2 libre qui lui a un effet antiseptique et éventuellement, quand il y en a trop, une petite odeur désagréable qui est assez connue. Et ce SO2 actif, il est fonction du pH très fortement. On peut en avoir pratiquement pas du tout dès qu'on est à pH 4 et on commence à en avoir un tout petit peu quand on est à pH 3,2. Et même en quantité très faible, il est très important. Donc déjà, au niveau de ce qui conditionne le fait d'avoir du SO2 sur les vins finis, quand on fait des vinifications sans SO2, eh ben, on a production de SO2 en fonction de certaines souches. Donc là, dans le cadre de cette expérimentation, on a pris 3 souches qui étaient connues pour donner différents niveaux de SO2. Et on s'aperçoit que, quel que soit le cépage, on a toujours le même ordre, mais par contre, il y a des grosses différences. Alors, ça marche très très bien quand on fait du rosé et du blanc. Mais ça existe aussi un petit peu au niveau des rouges. On retrouve toujours le même ordre de ces souches. La NT112 qui en fait beaucoup plus que la L4882, peu importe les noms. Si on regarde un petit peu plus près au niveau de ces souches, quand on reprend les deux complètement différentes entre la NT112 et la L4882, on s'aperçoit qu'une grosse différence entre ces deux souches, c'est l'utilisation des sulfates. Et quand on dose sur les vins finis, les SO2 formés, toujours en vinification sans ajout, on s'aperçoit qu'il y en a une qui a gardé l'essentiel de ces sulfates, alors que la NT112 en a utilisé une partie, et sans doute pour avoir des SO2 au final. Et on s'aperçoit que le sulfate d'ammonium, qui est ajouté en cours de fermentation, provoque une légère augmentation de SO2, alors que si on utilise du phosphate, on ne l'a pas. Donc je vous fais remarquer quand même le niveau avec la NT112, avec cette vinification-là, cette année-là, sur ce cépage-là, on était pas loin des 200 mg sans avoir rajouté le moindre gramme de SO2. Donc si on regarde d'une manière plus générale, on a fait des essais avec davantage de souches pour voir ces rapports entre sulfate et SO2. Donc on voit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais en fait, ce n'est pas du tout linéaire. Et donc en fait, le SO4 explique une certaine quantité de SO2 fournie, mais pas la totalité. Et on s'aperçoit qu'il y a des cas particuliers. On trouve même NT112 là. Et puis il y a des souches super basses au niveau SO2. Et puis il y en a des super hautes. Enfin, il y a un peu de tout, avec un élément central qui est le sulfate. Alors, chose à savoir pour le sulfate, ce qui conditionne la présence de sulfate sur mou, ce n'est pas les sulfates de cuivre, c'est les soufres qu'on a fait dessus. Donc cette année, on devrait avoir pas mal de sulfate, je pense. Alors un petit mot sur la thiamine. La thiamine a un fort intérêt pour réduire des composés combinant le SO2, à savoir le pyruvate et l'alpha-cétoglutarate. Pour ce qui est de l'éthanal, c'est loin d'être évident. Alors, il se trouve que le pyruvate et l'alpha-cétoglutarate, il y en a, mais c'est surtout dans le cas de vendanges un peu altérées. Donc, c'est des essais en Allemagne, ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. Et là, il y a un effet très net de l'utilisation des thiamines. La thiamine permet effectivement de réduire la concentration de ces combinants. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du SO2 combiné, ce n'est pas les molécules qui combinent le mieux. Parce qu'en plus, c'est réversible. Alors qu'avec l'éthanal, ce n'est pas réversible. Une fois que c'est combiné, c'est pratiquement impossible à modifier. Alors qu'avec les deux autres, il y a une partie de rétroactif possible. Ça a permis quand même, ces essais, de faire autoriser la thiamine sur les vins bio, alors qu'avant, la plupart des standards bio ne le permettaient pas. Donc ensuite, qu'est-ce qui conditionne le SO2 sur le vin fini? Donc il y a ce qui est vraiment très important, c'est le SO2 en préfermentaire. On a vraiment un conditionnement par rapport à ce qu'on va mettre sur mou et ce qui va rester sur vin fini. Alors on a regardé au niveau du fractionnement. Donc le fractionnement permet dans certains cas de réduire, mais pas toujours. Par contre, effectivement, si on baisse
la dose en préfermentaire, on baisse la concentration en SO2 final. Ça marche. Mais, il y a quand même un mais. Donc, pour illustrer un petit essai en rosé avec le grenache et en macération longue, enfin macération préfermentaire longue, avec des concentrations importantes dès le début, ou en fractionné avec un peu d'acide ascorbique, ou carrément dose fractionnée et fortement réduite. Donc on s'aperçoit qu'au niveau du SO2, effectivement, ça marche. Je réduis mes doses de SO2, j'ai beaucoup moins de SO2 sur le SO2 total. Par contre, si on regarde au niveau couleur, on voit que ma couleur du témoin, je le retrouve que si j'ai une bonne protection en combiné avec l'acide ascorbique. Si je fais le fractionnement, j'ai une perte de couleur. Et ma perte de couleur, elle est d'autant plus forte si je n'ai pas une protection. Donc il faut bien voir que si on a l'objectif uniquement SO2 total, oui, ça marche. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc ensuite, on peut penser à toutes les alternatives qui existent sur le SO2. Alors, le problème des alternatives, c'est qu'aujourd'hui, les alternatives, elles sont pas pour toutes les capacités qu'a le SO2. Et c'est principalement sur le côté microbiologique qu'on peut jouer. Donc, on peut voir les choses comme la microfiltration tangentielle, la flash pasteurisation, l'utilisation de DMDC. Donc, dans un essai où on remplace le mutage par une technique, la technique classique, c'est on mute entre 5 et 10 grammes hecto de SO2, et on peut le remplacer par une flash pasteurisation, une microfiltration tangentielle ou une dose de DMDC. Donc au niveau microbiologique, ça marche super bien. Par contre, quand sur 20 finis, on veut avoir une trentaine de milligrammes de SO2 libre, on s'aperçoit qu'en termes de SO2 total, on n'a pratiquement rien gagné. Donc ça veut dire que ça ne joue pas sur la combinaison. Ça ne permet simplement que de remplacer le SO2 à ce moment du mutage. Et par contre, si on veut avoir 30 mg, on a au total finalement la même chose. Et le reste n'est pratiquement pas modifié, quel que soit le mode de technique utilisé. On peut avoir le même genre d'essai pour éliminer les bactéries. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué comme essai où on avait 2 niveaux de SO2. Mais là, la conclusion est la même, c'est-à-dire qu'au niveau microbiologique, ça marche même super bien pour le lysosine, parce que c'est le seul qui a un pouvoir rémanent, alors que les autres, s'il y a recontamination, on a des problèmes. Donc là, entre SO2 et lysosine, on avait des choses très intéressantes au niveau microbiologique, mais globalement, pour enlever les micro-organismes, tout marche. Par contre, là, de nouveau, qu'on soit à 10 ou à 30, quand on veut avoir les mêmes concentrations SO2 libre, on s'aperçoit qu'au niveau combinaison, on n'a rien changé. Donc on ne joue pas sur la combinaison. Et le reste est quasi identique. Donc ensuite, on a parlé tout à l'heure du SO2 actif. Donc là, il y a un effet mécanique, on peut jouer sur le pH. Donc si on est acide, on augmente la part de SO2 actif. Donc, il y a des techniques qui permettent d'ajuster le pH, comme par exemple l'électrodialyse à membrane bipolaire. Donc, ça permet d'avoir une augmentation du pH. On ne change pas la concentration SO2 totale, on ne change pas la concentration SO2, ou quasi pas, et donc on a mathématiquement plus d'activité du SO2 actif. Donc, on peut le voir dans un autre sens, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, je vais me permettre, comme j'ai un pH plus acide, comme j'ai plus de SO2 actif, je vais avoir la possibilité de baisser le SO2 libre, puisque j'aurai la même quantité de SO2 actif. Ça peut être une occasion de jouer là-dessus. Donc, voilà. Donc, l'acidification est une technique qui fonctionne, mais bon, comprenez bien qu'il y a une limite. On ne peut pas acidifier pour le plaisir. Il faut qu'il y ait un équilibre organoleptique derrière. Donc ensuite, je vais vous présenter des résultats qui sont en cours d'acquisition. C'est un programme qui est en cours. Un groupe national sur la vinification pour réduire les sulfites. Donc c'est un groupe national financé par France Agrimaire, avec des centres expérimentaux IFV, mais aussi Interrone, ICV, enfin je ne les cite pas tous. Il y a l'expertise de notre collègue Jean-Claude, je me trompe de Vidal, faut pas. Jean-Claude Vidal.
Donc l'objectif du travail, c'est de regarder la faisabilité d'une réduction significative et importante, voire drastique, de l'emploi de SO2, avec des objectifs inférieurs à 100 mg. Ça, c'est notre objectif. On a pris, ce qu'il faut, c'est qu'on exclut les vins à défaut caractérisés et on s'autorise tout en termes de substituts et de possibilités. On n'a pas de limite, on fait ce qu'on veut, on est en expérimentation. Et puis bon, nos indicateurs sont des indicateurs classiques en œnologie. Donc au niveau du protocole, on a tous nos protocoles tous identiques, à savoir une référence qu'on a appelée optimisation et sécurisée, donc que nous on considère comme la référence à avoir. Un I2 qui est réduction de la teneur finale en sulfite de 50% par rapport à notre référence. Et un I3 qui est soit une vinification sans SO2, soit un objectif de 10 mg, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire d'une limite du dosage. Donc l'objectif une logique d'objectif mais pas de moyen, c'est l'objectif, c'est la quantité finale qui compte. Et donc ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, bon là je me suis arrêté en 2011 pour ce qui est du groupe national, donc voilà, il y a eu tout un tas d'essais en blanc, en rosé et en rouge. Donc là où on a plus fait varier les protocoles, c'est sur les baisses du SO2 préfermentaire, puisqu'on l'a vu que c'est là qu'on peut jouer énormément pour le SO2 final. Ensuite, des objectifs de conservation avec des objectifs à garder des 30 mg de libre ou des 15, donc à la limite du dosage. Des effets éventuellement pour le pH, c'est fonction du pH. Des systèmes d'inertage plus ou moins forts, avec soit de l'azote, soit du CO2, en fonction des essais, et donc tout un tas d'alternatives pour remplacer le côté plutôt antiseptique des MDC des levures, l'isosime c'est pour les bactéries, lactiques, la chitine, enfin le chitosan pour les brettes, NFT, flash pasteurisation pour tout. Bon, et ensuite, mise en bouteille avec un O2 maîtrisé. On ne sait pas, maîtrisé, contrôlé, ça, les termes ne sont pas bien définis, mais l'idée, c'est de faire attention à la mise en bouteille. Et évidemment, dans nos conditions, on optimise les fermentations, levurage, azout d'azote et température régulée systématiquement. On ne prend pas de risque sur les vinifications. Donc là, je vous donne un exemple de protocole que j'ai réalisé au niveau de mon unité à Rodillan. Donc voilà, on fait baisser le SO2 fermentaire. Alors la première année, j'avais fait avec une fermentation alcoolique, avec malo ou pas, pardon. Donc voilà, et pas de SO2, fin FA avec des réductions éventuelles. Et après, des profils un peu différents en termes de suivi, là plutôt 30, là plutôt 15, et donc là pas d'ajout. Et il y avait quand même des modifications à la mise avec des ajouts finaux de SO2 à la mise. Voilà, donc les années ont changé, on a un peu évolué, sachant que par exemple pour la maîtrise de la FML, on utilisait l'isosime, j'avais travaillé sur des vins bio, donc c'était en 2009, c'était avant la réglementation, depuis l'isosime n'a pas été autorisé en bio. Donc en fait, vous verrez qu'en gros, quand il y a du SO2, il n'y a pas de malo, puisqu'on est dans une région où on ne fait plutôt pas de malo. Par contre, quand il n'y a pas du tout de SO2, on fait le malo. Donc voilà, au niveau des objectifs SO2, bon, on peut le regarder vite fait, c'est pas la peine d'aller dans les détails. Donc, en tout cas, ce qui a été visé, c'est effectivement, on a bien réduit. Alors le 50%, il est très difficile à obtenir parce qu'en fait, notre objectif, ce qu'on a appelé le fameux I1, c'est-à-dire optimiser, sécuriser, il est déjà en dessous de 100. Donc on était trop bon au niveau optimisation. Donc ça devient vraiment très dur de faire demi-dose. Donc en fait, on y arrive presque, mais bon, on est plutôt à 2 tiers. Et donc, effectivement, SO2 à la mise, on voit que on est dans les clous, sauf une année, je crois, où là, c'était dosable. Là, voilà. Mais sinon, on est dans notre cahier des charges qu'on avait fixé au niveau du protocole. Donc, une petite illustration sur mes essais en 2009. Donc là, on avait un essai où, en gros, le 100 SO2 et la demi-dose étaient oxydés, alors que le témoin en bleu, c'était très bien, et le 0 SO2 avec un petit SO2 à la mise,
on s'en sortait pas mal. Ça, c'était sans fermentation malolactique. Avec la fermentation malolactique, les choses étaient un petit peu plus confuses. Tout était un peu en fait regroupé avec toujours plus d'oxydation pour le pas de SO2 du tout. L'année suivante, en 2010, on a globalement des profils qui étaient plus intéressants. Il y avait plus d'intensité aromatique sur le témoin SO2, mais par contre, le 0 SO2 et le demi-dose étaient peu différents, avec des profils assez intéressants. Une chose assez curieuse, c'est que le SO2 à la mise, c'est là où on a eu des problèmes d'oxydation. Donc ça, je pense qu'on peut l'expliquer, parce qu'en fait, quand on a un vin oxydé, on a beau remettre du SO2 à la mise, ça ne change rien, en fait. Donc, bon, l'année d'après, je vais aller assez vite, hein. D'ici, il y a toujours notre témoin qui s'en sort toujours pas mal. Ici, là, le 100 SO2, c'est une véritable catastrophe. Et toujours notre petit SO2 à la mise, qui finalement s'en sort pas plus mal, voire mieux que la demi-dose. Bon, 2012, c'est donc très récent. Donc là, on avait fait la même chose, mais on avait remplacé le SO2 à la mise par de l'acide ascorbique. Et là, je pense qu'on a un peu la même chose. Quand on a l'oxydation, ça ne sert plus à rien de mettre l'acide ascorbique quand même, parce que ça ne revient pas en arrière, quoi. Donc là, il y a eu un petit biais, à mon avis, au niveau de notre expérimentation. Donc si on voit ça d'une manière au niveau du groupe, donc d'une manière un peu plus globale, on voit que l'objectif qui était de descendre en dessous à 100, on l'a presque tous déjà obtenu avec notre système I1, c'est-à-dire sécurisé, optimisé. Donc là, évidemment, les demi-doses, effectivement, on a réussi, mais on finit par avoir des concentrations SO2 libres qui sont excessivement faibles. Et je pense que parmi les essais que je vous ai montrés au niveau que j'ai eu au niveau de mes grenages, de mes chardonnays, j'ai eu un petit peu ce problème-là, c'est-à-dire que j'étais tellement bas que finalement ça s'est moins bien passé avec les doses réduites que sans le SO2 du tout. Pour les rouges, bon là c'est pareil, on est même à la limite du 50 mg, même sur notre I1, et donc bon, on a quand même réussi le challenge à descendre. Au niveau des objectifs du protocole, c'était atteint. Donc si on regarde un peu les variations au niveau des composés aromatiques qui ont été dosés, donc il faut un peu le modifier, mais on s'aperçoit que c'est globalement la même chose quand même, suivant les différentes couleurs. À savoir que les thiols variétaux, quand on passe de I1 à I2, donc c'est-à-dire l'optimiser à réduction de dose, on a soit une maîtrise, parce qu'il restait encore suffisamment de SO2 en fait, hein, ou une baisse, et dans tous les programmes I3, c'est-à-dire sans SO2, on a une baisse significative des thiols variétaux. Pour les acétates d'alcool supérieur, là on est soit identique, soit avec une légère baisse, et aussi au niveau de l'I3, on peut avoir une baisse ou un maintien. Au niveau des esters éthyliques d'acides gras, là on modifie très peu les concentrations par rapport à I1. Et ensuite, les C13 norisoprénoïdes, on a systématiquement une augmentation de damascénone, plus on diminue le SO2. Alors là, il peut y avoir éventuellement un impact du dosage, parce qu'il se trouve que ça, c'est une molécule carbonylée, et donc, effectivement, il peut y avoir, en fait, le fait de ne plus avoir de SO2 fait qu'on peut en doser davantage. Donc c'est peut-être un effet. Bon, ceci dit, la damascénone a un petit côté confituré, fruits rouges, et il se trouve que c'est quand même un arôme qui ressort, vous verrez, en dégustation. Donc, bon, peut-être quand même un impact à ce niveau-là. Au niveau des rosés, on a la même chose, avec des variations un petit peu dans tous les sens, en fonction des essais. Au niveau des rouges, là, c'est assez simple, à savoir que, en règle générale, au niveau des thiols variétaux, acétates, esters, ça bouge peu. Par contre, au niveau du 100 SO2, là, au niveau des acétates et des thiols, on a une baisse très nette. Et au niveau des esters, pratiquement pas. Au niveau des damascénone, même constat que pour les blancs. Où on a dosé des molécules hautes, furanéol, homofuranéol, bon, principalement quand c'était du merlot, où là, on a un peu le même genre de choses, ça dépend un peu des essais, et c'est assez difficile à conclure au niveau de l'ensemble du réseau. Et on a dosé aussi le potentiel du diméthylsulfure, où là, on n'a pas vu d'effet systématiquement en fonction des doses de SO2 et des protocoles
affectés. Au niveau du plan sensoriel, alors ça va un petit peu dans tous les sens, mais on a essayé de le résumer un peu. Au niveau de l'intensité aromatique globale, donc là on a des montées et des descentes, mais c'est pas forcément qualitatif, hein. Ça va dans tous les sens. Le I3 en général, c'est toujours une augmentation de l'intensité, mais rarement dans le bon sens. Au niveau du fruité frais, le fruité frais, au niveau de la réduction du SO2, on a plutôt un maintien, voire une petite chute. Mais par contre, le I3, on a toujours une chute du côté fruits frais. Donc par contre, au niveau du fruité cuit, voire confiture, donc là, on a plutôt une augmentation dans le cadre des I2 et toujours dans le cadre du I3, c'est-à-dire sans SO2. Donc là, il y a vraiment... Alors, est-ce que la damascénone peut avoir une partie d'explication? Bon, sachant que cuit, confiture, bon, je ne sais pas où est la limite, hein. Le fameux empyromatique, il y a du bon et du moins bon. Au niveau des agrumes et des agrumes, thiols, là c'est un petit peu plus net, à savoir que, bon là, en fonction des essais, on peut avoir des chutes ou des maintiens, et par contre systématiquement des pertes importantes sans SO2. Au niveau oxydation, il y a effectivement, là quand on maîtrise, on voit qu'on peut ne pas avoir de sensation d'oxydation. Par contre, systématiquement, on a des augmentations en moyenne sur l'ensemble de tous les essais, ou presque. Là, donc, pas pris en compte le SO2 à la mise. Là. Bon, après des effets couleurs, mais là c'est un peu plus compliqué, notamment c'est au niveau par exemple des Beaujolais, où ils ont mis en évidence un effet positif de ne pas mettre de SO2. Mais on comprend que sur des vins légers en couleur, le fait de ne pas avoir la diminution de couleur par le SO2, bah, ça arrange et ça fait des vins plus colorés. Donc bon, c'est quand même un effet un peu pervers. Au niveau de l'acidité, on a plutôt un maintien, et puis un effet, là aussi, que je pourrais considérer pervers, c'est l'histoire de mes fameuses fermentations malolactiques, qu'il est difficile de ne pas faire, notamment au niveau des blancs, quand on est sans SO2. Donc évidemment, on a des pertes d'acidité, mais qui sont dues en fait au fait qu'on a fait la malo, alors que les autres, on n'avait pas fait de malo. Et globalement, dans l'ensemble des essais, on a plutôt une variation du volume en bouche qui a tendance à baisser. Donc si on fait un bilan provisoire de ces essais, puisqu'il y a encore 2 années prévues en termes au niveau de ce projet, pour ce qui est de la réduction des doses de SO2, bon ben, au niveau de différences physico-chimiques, microbiologiques, on peut dire que c'est acceptable. On a des petites montées, mais je veux dire que c'est tout à fait acceptable en termes œnologiques. Par contre, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'on prend une prise de risque. Hein. En ayant des profils en élevage à 15 mg, bah, il suffit de ne pas le surveiller correctement, d'avoir une période à 0, et c'est là qu'on a le gros problème. Donc, surveillance a vraiment augmenté. Bon, on peut dire qu'il y a des différences aromatiques et sensorielles, mais qui concernent plutôt les problèmes de thiols variétaux, et d'autant plus qu'on travaille avec des vins type Sauvignon. Mais on a vu aussi que dans certains cas, on a des vins plus expressifs lors de la première dégustation, donc des vins un peu moins fermés. Au niveau du I3, on a en général une dégradation de la couleur. Bon, c'est pas toujours catastrophique, c'est comme l'augmentation de la volatile. Je crois que sur l'ensemble des vins, donc il y en avait une trentaine ou un peu plus, je crois qu'il y a eu un cas de piqûre lactique. Hein. Sinon, dans tous les autres cas de figure, la volatile augmente, mais de quelques dixièmes, voire d'un dixième. C'est systématique ou presque, mais bon, c'est pas vraiment gênant. Au niveau des populations de micro-organismes, elles sont plus importantes, et notamment en rouge, on commence à avoir des bestioles un peu plus grosses comme des brettes, et c'est un peu plus compliqué à s'en débarrasser, et il faut mettre en œuvre justement là des techniques alternatives pour pouvoir s'en débarrasser, et à temps. Là, systématiquement des pertes de thiols variétaux, parfois d'acétate, et donc le gain en damascénone. Et donc, on peut dire que globalement, on a une modification profonde du profil sensoriel, alors avec de l'oxydation ou vers le fruit mûr. Donc là, bon, il y a certains essais où, vous l'avez vu, même sur ce que je vous ai présenté, il y a eu des années où c'était finalement pas mal ressorti. Bon, 1 fois sur 4 hein, quand même, hein. Ça ne fait pas un gros score. Donc en résumé, nous, la conclusion temporaire qu'on peut avoir, c'est de dire que produire des vins secs avec 50 ou 100 mg, alors 50 c'est plutôt pour les rouges et 100 pour les blancs, c'est en vin sec, hein, c'est tout à fait plausible et sans perte de qualité,
qu'il faut raisonner en termes d'itinéraire global en pensant dès le début, c'est-à-dire même le choix de la levure, faut commencer par là. Et donc on peut faire des vins, produire des vins pauvres en sulfite, c'est possible. Et on pense que même qu'on a sans doute une marge de progrès, parce qu'on pense qu'on a été quand même, notre fameux référence, on était déjà pas mal bas, quoi. Donc je pense qu'au niveau de la nature, les gens sont plutôt tendance à être un peu plus sécuritaires que nous. Et je pense que bon, ça veut dire qu'il y a une marge de possibilité de progrès. Mais par contre, là, quand on est limite, on prend du risque, quoi. C'est ça, il faut le savoir. Il faut vraiment mettre un suivi des vins en place de manière très très forte. Bon, aujourd'hui, notre conclusion, elle est de dire que produire des vins sans sulfite, c'est non recommandable, parce que c'est un effet un peu aléatoire. Moi, ça a été 1 sur 4, mais à mon avis, le taux est quand même nettement plus élevé que 1 sur 4 dans l'aléatoire. Mais bon, force est de constater qu'en dégustant à droite à gauche, on en trouve des réussis, hein, donc c'est pas impossible. Et on s'aperçoit quand même aussi que tout ce qui est préparation et mise en bouteille, c'est très très important. Donc avec Pneumacoque, sur ces essais de chardonnay notamment, on a mis en place des essais. Nous, on fait des mises en bouteille, on va dire sans prendre trop de précautions. On avait fait un bilan, on est entre le fameux, entre le vert et l'orange, on est entre 2 et 4 mg. Donc on n'est pas si mal que ça, mais bon, on peut faire mieux. Et donc dans le cadre d'essais qu'on a fait avec Jean-Baptiste, et il vous en parlera tout à l'heure, on est descendu plus bas et on voit qu'effectivement, on est vraiment... c'est ce qui explique que le petit SO2 qu'on met dans certains cas peut suffire à empêcher quelque chose de dramatique au niveau du vin. Bon, et puis on insiste sur le fait qu'il y a quand même 2 freins à la réduction des sulfites, c'est quand même l'effet millésime. Là, je ne sais pas comment on est parti, mais on est mal parti. Et les conditions de conversion de ce qui se passe à la cave, au niveau hygiène, etc. Donc voilà, je vous remercie.